l'art d'un militant dans la vie des classes, c'est de savoir s'adapter aux situations nouvelles. Si le prof ne sait pas s'adapter aux situations nouvelles de ses élèves et du contexte, eh bien, il est complètement déboulonné. Je ne connaissais pas ce film, qui est excellent, qui a tout dit. Il a tout dit de manière même un peu plus concrète, dans la mesure où il fait parler des témoins, des enfants de témoins, des participants. Et par conséquent, moi, je ne savais pas d'abord que cet auteur, cet historien qui a parlé, avait comment dirais-je, organisé un tel film. Je ne sais pas comment il est utilisable et comment on peut l'avoir. Moi, personnellement, je me suis appuyé sur le bouquin qui a été écrit par Rémi Adam, qui est un universitaire de Grenoble, et qui a écrit l'histoire des soldats russes en France de 1915 à 1920 sous le titre « Les damnés de la guerre ». Ça a été publié par l'Harmattan, et jusqu'à ce que j'ai entendu cet auteur, cet historien qui commentait le film que nous venons de voir, il était ma référence. D'ailleurs, il était la référence sur l'histoire des contingents russes qui sont venus combattre en France sur le front de la guerre. Et par conséquent, ce que je devais dire s'appuyer là-dessus, et continue de s'appuyer là-dessus. D'ailleurs, c'est un livre que je vous recommande. Je ne sais pas s'il est à la librairie, là. Il faut le prendre, parce que je reviens d'une même conférence à Bourg-en-Bresse où les camarades de la Fédération de l'Ain m'avaient invité. J'étais déjà allé pour d'autres raisons. Et je leur avais signalé l'existence du bouquin et ils en avaient commandé 5 qui étaient à la librairie. Donc je ne fais pas de la publicité pour les éditions L'Harmattan. Je n'ai aucun intérêt financier dans cette maison. Mais le bouquin est vraiment extraordinairement intéressant et je retrouve dans ce film absolument tout ce que j'ai trouvé dans ce livre. Voilà, déjà, ce premier point d'adaptation à la situation nouvelle. Merci de me montrer ce film. Maintenant, je sais comment je le prendrai d'une autre manière. Donc, moi, je ne suis pas un historien. Lui est un historien et lui est un historien. C'est-à-dire qu'ils ont fait des recherches dans les archives et de ce point de vue-là, ils ont pu reprendre les éléments d'un point de vue historique, c'est-à-dire des faits concrets, la chronologie et le contexte, qui est le trépied fondamental de l'enseignement de l'histoire. Moi, je suis un passeur d'histoire, je suis un prof d'histoire, c'est-à-dire que je me sers des résultats des chercheurs, de lui, et par conséquent, j'ajoute le fait que le prof, il est un militant. Je suis un militant de la lutte des classes. Dans la libre pensée, nous sommes antimilitaristes, anticapitalistes, anticolonialistes et anticléricaux. D'ailleurs, vous avez pu voir que les dessins de mon frère sont des dessins anticléricaux, n'est-ce pas, par rapport, il est devenu le dessinateur de la libre pensée, mais il n'était pas que le dessinateur de la libre pensée, il a fait beaucoup d'autres choses, je ne développe pas ici, sur la mémoire qu'on peut avoir de lui. Je vous signale que son départ était prévisible depuis un certain temps déjà, ça n'a pas été une surprise, il n'est pas mort dans un accident de la route ou de quoi que ce soit, il était victime d'une sclérose en plaques qui était très longue et qu'il a rongé de l'intérieur, et puis il est parti. Donc par conséquent, et comme je l'ai écrit, de toute façon ces dessins continuent d'exister et ils illustrent notre libre pensée. Il y aura peut-être d'autres dessinateurs qui prendront sa suite avec un contexte nouveau. Bien, ceci dit, je vais m'adapter parce qu'il faut comprendre que cet événement interne à la guerre, je l'ai intitulé, moi, dans l'invitation qui a été faite ici, sous le titre
quand la révolution russe se dresse en France au milieu de la grande boucherie des tranchées jusqu'à la Courtine en 1917. La révolution russe s'est invitée en France. C'est ceci qui est interdit. C'est ceci qui fait que la censure est totale dans l'éducation nationale. Il n'y a pas un mot dans les manuels d'histoire, vous n'en trouverez pas. C'est que maintenant que les choses commencent à revenir. D'ailleurs, par un événement très curieux, c'est que j'avais trouvé dans le journal Le Monde une petite information comme quoi Vladimir Poutine, il est le président de la Russie, avait été invité par notre gouvernement, Hollande et Hérault, à venir commémorer à Courcy, le petit village, honorer les soldats russes, puisqu'il est le papa de tous les Russes sur la planète, comme vous le savez. Il était invité à venir honorer à Courcy, où il y a eu 600 morts dans la journée, sur les 4000 qui sont morts sur le chemin des Dames, dans cette tentative incroyable qui consistait pour le général Nivelle de s'emparer des hauteurs des collines. Les Allemands avaient été prévenus de l'imminence de cette offensive qui se préparait de manière fantastique, on devait vaincre et tout, et quand les soldats sont arrivés au haut des crêtes, ils ont été reçus par les mitrailleuses allemandes et ils n'ont jamais pu les prendre. Ça a été la plus grande boucherie de l'histoire de la guerre de 14-18. Le général Nivelle a été, alors qu'il aurait dû être passé en tribunal et être fusillé quasiment pour l'impéritie et la catastrophe qu'il a provoquée, on n'a jamais vu cela. Il a été envoyé en Algérie, c'est lui qui a gouverné l'Algérie et qui a reçu les soldats russes. Après, comme vous l'avez vu, c'est lui, c'est Nivelle, qui a assassiné finalement les soldats français et russes sur le front. Donc, et je viens de lire, en cherchant dans la presse, je voulais savoir si Poutine allait maintenir cela. Voici ce que j'ai. La visite de Vladimir Poutine à Courcy, c'est pris sur mon ordinateur, à Courcy, n'aura pas lieu. Elle a été annulée. La visite est annulée après la situation en Crimée, en Ukraine. Donc, par conséquent, vous voyez, cette affaire est toujours d'actualité. Nous ne faisons pas de l'histoire ici. Nous faisons de l'actualité, et c'est de ce point de vue aussi que je me situe ici, pas en historien, en militant de cette guerre, et en ayant compris que cette arrivée des Russes, qui représentaient, quand ils sont venus, l'ancien monde de la Russie. Pour nous, c'était l'époque de Louis XVI, avant la prise de la Bastille. Seulement, dans l'analyse que Léon Trotsky fait de la révolution russe, en 2 volumes, celle de février, qui a donné le pouvoir à un gouvernement provisoire qui voulait continuer la guerre après l'abdication du tsar, et ensuite le 2e volume sur la révolution d'octobre, le texte de Trotsky indique que la révolution est un événement tellement fantastique qu'il a eu des répercussions mondiales. Alors, je voudrais ici commencer par attirer votre attention sur le fait que nous sommes mobilisés en France, et l'éducation nationale est mobilisée, tous les citoyens sont mobilisés pour aller chercher dans leur tiroir, dans leur cave, comme il a été fait dans le film, les souvenirs que les familles ont conservés de leurs poilus qui étaient sur le front, qui se sont fait tuer ou qui sont revenus, les gueules cassées, ceux qui avaient été recousus, tant bien que mal. Et par conséquent, nous sommes mobilisés en ce moment même, et cette conférence se tient dans ce contexte, mais pas du point de vue de ceux qui organisent cette commémoration. Comment peut-on commémorer une grande boucherie? Eh bien, on la commémore parce qu'on l'appelle la Grande Guerre. G majuscule, G majuscule.
dans les manuels d'histoire, c'est la Grande Guerre. C'est la Première Guerre mondiale. Alors on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est il y a eu la guerre. Elle a duré tant de temps. Elle a été atroce. Elle a fait des millions de morts et de blessés, et de veuves et d'orphelins. Par conséquent, elle continue d'exister après, longtemps après, par toutes ses conséquences. On ne le dit pas. On fait croire aux enfants que cette guerre a commencé en ayant le droit pour soi, la légitimité pour soi. Et on fait croire que les soldats sont partis la fleur au canon, la fleur à la tête. Et j'ai ici un tout petit document. Vous voyez, c'est un marque-page que j'ai trouvé je ne sais plus où. Alexandre Briano, La Grande Guerre, c'est un livre, La Grande Guerre, les poilus. Alors il y a l'image, La Grande Guerre, les poilus, et vous avez un poilu qui marche, avec tout son barda, son casque, il a un bâton, et il a la pipe à la bouche, et il va au combat, il est fringant, il veut y aller, hein. Tiens, regarde, elle est là. Hein. J'en ai deux pour les amateurs, là, je ferai un cadeau pour les gens qui sont gentils avec moi. Donc, là, c'est vraiment remarquable. Tiens, donne-le aux journalistes. Là. Donc, cette guerre, on y allait pour le bon droit. On ne dit pas que c'est une catastrophe dès le début. C'est parce que quand on vous dit on va aller à la guerre et on sera de nouveau rentré à la maison à Noël, comme c'était dit, partout, bon, à la limite, on nous mobilise. Bon, nous sommes des républicains, nous sommes des citoyens français, il y a des libertés, il y a en face de nous l'Empire allemand. Et par conséquent, dans un empire où il n'y a pas les libertés, etc. Donc, allons-y. Seulement, personne ici ne peut dire, et les historiens ne peuvent pas l'oublier, c'est que cette guerre a été prévue par des gens qui réfléchissaient. Et en particulier, j'ai ici un document que je vais vous lire parce que vraiment, il est intéressant. Ce texte a été... c'est une conférence que Engels, le compagnon de Karl Marx, a fait à Londres le 15 décembre 1887. Il a fait une conférence devant des étudiants pour leur expliquer quelle était la situation politique de l'Europe et quels étaient les événements qui allaient se produire, compte tenu du nouveau rapport des forces en Europe, après la défaite de la France en 1870, le fait que l'Empire allemand avait annexé l'Alsace et la Lorraine, et que voici un casus belli extraordinairement évident, reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Donc, par conséquent, la situation européenne était complètement bouleversée et, visiblement, on se préparait à une nouvelle guerre. Il n'était pas pensable que les choses cessent de cette manière-là par un coup de baguette magique. Et, bien entendu, Engels et Marx, qui avaient une compréhension du rapport des forces du point de vue de la lutte des classes, du point de vue de la place des intérêts de l'impérialisme et de la bourgeoisie. Je vous signale que le livre qui a été écrit de Lénine sur l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, n'a été écrit que pendant la guerre elle-même. Donc, Engels n'en avait pas connaissance. D'ailleurs, le développement même du capitalisme étudié par Marx laisse entendre qu'il deviendra un impérialisme par le développement des trusts, par la concentration du capital, mais lui, il a été témoin de la naissance, et non pas de la période qui annonce sa fin. Hein, le capitalisme est un corps vivant, il a une naissance, un développement, il aura une fin comment? Par conséquent, Engels, le 15 décembre 1897, presque 30 ans avant la guerre, 30 ans, une vie, une génération entière, fait le discours suivant. Écoutez bien. Voici donc. Et enfin, il n'y a plus pour la Prusse-Allemagne, donc qui a gagné la guerre. La Prusse avait gagné la guerre d'abord
contre les Danois, puis contre les Autrichiens, et ensuite contre la France. Et elle avait une armée absolument formée pour la constitution de cet empire. Donc, il n'y a plus pour la Prusse-Allemagne d'autre guerre possible qu'une guerre mondiale. Et à la vérité, une guerre mondiale d'une ampleur et d'une violence jamais imaginée jusqu'ici, 8 à 10 millions de soldats s'entrégorgeront. C'est le chiffre de la guerre. S'entrégorgeront. Ce faisant, ils dévoreront et tondront toute l'Europe comme jamais ne le fit encore une nuée de sauterelles. Je poursuis. Les dévastations de la guerre de 30 ans, condensées en 3 ou 4 années, guerre de 30 ans sous l'époque de Louis XIV, où ça avait été une catastrophe, hein. Les ravages en Allemagne, en Bavière, etc. Donc les dévastations de la guerre de 30 ans, condensées en 3 ou 4 années. 3 ou 4 années, ça vous dit quelque chose? 30 ans avant. Et répandues sur tout le continent. La famine, les épidémies, la sauvagerie générale des armées, ainsi que des masses populaires provoquées par l'âpreté du besoin, le gâchis sans nom de notre mécanisme artificiel du commerce, c'est-à-dire le capitalisme, qui ne peut vendre que s'il y a une demande, et qui ne peut plus vendre quand il y a saturation. Donc, par conséquent, le mécanisme artificiel du commerce, de l'industrie, du crédit, finissant dans la banqueroute générale, l'effondrement des vieux États et de leur sagesse politique traditionnelle, est tel que les couronnes rouleront par dizaines sur le pavé et qu'il ne se trouvera personne pour les ramasser. L'Empire russe commence par tomber. La première couronne, celle du tsar. Ensuite, ça va être la couronne de l'Empire austro-hongrois. Puis ça va être la couronne de l'Empire prussien. Puis ça va être l'Empire turc, pas turc, ottoman. Donc tout ça tombe par terre. 30 ans avant, il dit ça. Personne ne se penchera pour les ramasser. Je continue. L'impossibilité absolue de prévoir comment tout cela finira et qui sortira vainqueur de la lutte. Un seul résultat est absolument certain. L'épuisement général et la création des conditions nécessaires à la victoire finale de la classe ouvrière. Révolution d'octobre. 30 ans avant. Telle est la perspective si le système du surenchérissement mutuel en fait d'armement militaire, poussé à l'extrême, porte enfin ses fruits inévitables. Voilà, messieurs les monarques et les hommes d'État, où votre sagesse a amené la vieille Europe. Et s'il ne vous reste rien d'autre qu'à ouvrir la dernière grande danse guerrière, ce n'est pas pour nous déplaire. La guerre va peut-être nous rejeter momentanément à l'arrière-plan. Elle pourra nous enlever maintes positions déjà conquises, sous-entendu dans la lutte des classes, du point de vue des positions que la classe ouvrière pouvait obtenir en salaire, etc. Donc la guerre pourra nous enlever maintes positions déjà conquises. Mais si vous déchaînez des forces que vous ne pourrez plus maîtriser ensuite, quelque tour que prennent les choses, à la fin de la tragédie, vous ne serez plus qu'une ruine et la victoire du prolétariat sera déjà conquise, ou quand même inévitable. 30 ans avant, Engels qui parle aux étudiants anglais. Ce texte est repris par Lénine devant des étudiants et des jeunesses qui s'engagent dans le parti bolchevique en 1918, un peu avant la fin de la guerre, et qui leur lit ce texte auquel il a donné le nom de paroles prophétiques. Donc on retrouve aujourd'hui ce texte de paroles prophétiques dans les œuvres complètes de Lénine, texte choisi de Lénine qu'on peut trouver sur, il suffit de cliquer, paroles prophétiques. Vous ne trouverez pas ce texte dans les manuels d'histoire. Mais moi je l'enverrai. Je vais le communiquer à l'association des professeurs d'histoire et de géographie, dont je suis le vice-président dans la régionale d'Aix-Marseille et membre de la commission civisme nationale. Et nous allons avoir des réunions
et nous sommes sollicités par les autorités, par le ministère, par la commission de préparation de la commémoration de la guerre, à mettre toutes nos forces de prof d'histoire au service de la nation, etc. Moi, je veux bien avec ce texte. C'est un texte historique, absolument extraordinaire. Comment dirais-je, ce n'est pas un texte de provocation, c'est un texte d'éclairage, indispensable à la compréhension, parce que tout est fait dans cette commémoration, rien que le terme commémorer. Tout est fait pour qu'on ne comprenne pas les causes. Il n'y a pas... Moi, quand je commençais à faire le cours jadis sur cette guerre, je commençais mon premier cours d'introduction, commençait par quels sont les buts de guerre de chaque belligérant? Quels sont les buts de guerre de l'impérialisme anglais? Ils ne peuvent pas être ceux de la récupération de l'Alsace et de la Lorraine. Quels sont les buts de guerre de la Russie des tsars? Ceux de l'Allemagne. Et quand on le voit, tout ça a été préparé, cette guerre a été préparée par les guerres balkaniques, qui se sont tournées, qui se sont développées juste quelques années avant, puisque vous le savez, Sarajevo se trouve dans cette région-là, et en Serbie, et que c'est évidemment là que la guerre, le déclenchement, l'événement fortuit, c'est un événement fortuit, une balle de revolver dans le corps de l'héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie et de son épouse. Donc, quelques balles de revolver ont déclenché, alors c'est incroyable, ont déclenché cette guerre qui a fait des millions de morts et de blessés. C'est incompréhensible. Les soldats sont partis joyeusement, certainement, mais d'autres très tristement. Il y a beaucoup, on ne vous les montre pas, les trains qui emmènent les soldats et où les épouses et leurs familles pleurent là parce qu'ils ne savent pas s'ils vont revenir, bien entendu. Donc, par conséquent, on ne l'enseigne pas sous l'angle de la grande boucherie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a tout dit dans ce film, mais je voudrais revenir sur quelques éléments parce que je m'adapte et je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Les soldats russes, quand le tsar et le gouvernement français se sont mis d'accord, tout de suite et très rapidement, les soldats russes, qui étaient des volontaires, comme il a été dit, choisis, extraordinairement choisis, homme par homme, à savoir lire et écrire, s'ils étaient vraiment cultivés, si ce n'étaient pas des ignorants complets, s'ils avaient une capacité. Donc, par conséquent, on a envoyé des soldats qui étaient instruits dans un univers où les moujiks étaient des analphabètes par millions. C'était quand même une preuve d'amitié entre l'Empire russe et la France, qui envoyait en France, dans cette république, des soldats qui devaient être dignes d'elle. Il faut bien comprendre que ces soldats sont, d'un certain point de vue, ils appartiennent à la Russie. Ils sont prêtés à la France. Et c'est le résultat d'un marchandage. Très rapidement, les soldats ont compris qu'ils ont été vendus contre des fusils et des cartouches. Et ils le disent. Parce que le gouvernement français et le gouvernement anglais, devant les hécatombes de l'année 1915, 14 déjà et 1915, devant le fait que les familles disaient mais on ne peut pas envoyer notre deuxième garçon, ou notre mari ou notre père, et ils vont tous mourir, et qu'est-ce qui va se passer? Donc la guerre, dès le début, a consisté à rechercher des soldats pour remplacer les morts. Où est-ce qu'on va trouver de la chair à canon? Où allons-nous trouver de la chair à canon? Alors dans les colonies, les nègres, les arabes, les malgaches, les indo-chinois, l'Empire français. Pour les Anglais, eh bien on fera venir les Australiens, les Néo-Zélandais, les Canadiens. Et il y a la Russie qui est l'allié de la France et de l'Angleterre, qui possède des réserves de millions de moujiks qu'on ne peut pas armer parce qu'il n'y a pas assez de fusils et pas assez de cartouches.
Donc on va faire un échange. On vous envoie des fusils, des cartouches et des mitrailleuses, et vous nous envoyez des soldats que nous armerons ici. Donc c'est un marchandage. Ce n'est pas une relation désintéressée, d'amitié entre des alliés. Ils sont rapidement convaincus qu'ils sont le produit d'un marchandage. Mais ils ont prêté serment à l'empereur avant de partir. Ils sont des sujets de Nicolas II. De la même manière qu'en France, avant la Révolution, avant la prise de la Bastille, les Français étaient des sujets du roi, de la monarchie absolue de droit divin. Et bien là, c'est la même chose. Nous avons une monarchie absolue de droit divin. Vous avez vu les prêtres qui font la messe. Toutes les unités étaient dirigées par les officiers et par les popes qui venaient en armes. Ils avaient leur discipline interne. Ils n'étaient pas mélangés aux soldats français. Ce n'étaient pas des mercenaires. C'était des Russes. Ce n'étaient pas des mercenaires, ce n'étaient pas des engagés volontaires dans l'armée française combattant sous des oriflammes russes, mais de cette manière-là, non. Ce sont des Russes qui arrivent en unité constituée, envoyés par le gouvernement du tsar, et qui ont prêté serment à ce tsar. Il en arrive à Marseille. Marseille, c'est pour ça que ça m'a intéressé, à Marseille. Vous en avez entendu parler. Les soldats arrivent à Marseille de deux endroits différents, parce que le gros problème qui n'est pas dit, c'est qu'il faut faire un voyage aussi long, premièrement parce qu'on ne peut pas faire transiter les soldats russes en traversant l'Allemagne, ce qui aurait été le plus court. Donc il faut les contourner. Donc on peut les contourner par le transsibérien, le Japon, la Mandchourie, toutes les colonies françaises, le canal de Suez, etc. Un voyage incroyable. Vous avez vu, c'est des wagons, c'est pas des wagons-lits. Hein. Les officiers avaient des wagons-lits et des pullmans que les soldats voyaient très bien prendre, et eux, ils étaient entassés. Ah, il y avait les chevaux, il y avait tout. Ils sont partis avec la cavalerie. Il fallait les nourrir et tout. Donc il y a cela, et puis parce que si vous avez fait un peu de géographie, je le suppose, hein, moi ici je suis prof d'histoire-géographie, versant géographie, la Russie possède 3 issues de secours. C'est un continent gelé en hiver. On ne peut sortir de ce piège que par les détroits qui sont tenus par les Turcs, par la Turquie, par l'Empire ottoman qui se trouve du côté des empires centraux et de l'Allemagne. Donc la Russie ne peut pas envoyer en Méditerranée ses soldats par le Bosphore et les Dardanelles. D'ailleurs, il y a eu l'incident de la guerre des Dardanelles qui a été une catastrophe, j'évacue. C'est la guerre. On ne peut pas sortir par là, on peut sortir par Vladivostok, ou l'autre côté, puisque c'est là que la mer n'est pas gelée en hiver. Ou on peut sortir par Mourmansk, qui n'est pas gelé non plus. Par conséquent, le gros danger, c'était les sous-marins allemands, qui pouvaient couler les bateaux. Donc il fallait à la fois contourner la situation et arriver à bon port. Il y a eu une tempête qui a failli les faire mourir d'ailleurs, bon, ce n'était pas un sous-marin allemand là. Donc il n'y en a aucun qui a été coulé par un sous-marin allemand, aucun n'a été coulé par une tempête, ils arrivent de 2 endroits différents. Les premiers qui arrivent, ce sont ceux qui ont fait le transsibérien, etc., et qui ont fait... Et les deuxièmes qui arrivent, ce sont ceux qui sont arrivés par Brest et qui sont arrivés à Marseille. Et les conditions à Marseille étaient telles que la réalité du contingent russe est une réalité de la situation sociale, politique et culturelle de toute la Russie à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un morceau de Russie qui arrive en France et qui arrive dans des conditions exceptionnelles puisque ce sont des Russes qui ne sont pas en famille, ni leurs femmes, ni leurs enfants, ni leur société, qui ont été prélevés, qui ont été mis là. Et ils arrivent et ils ont été, comment dirais-je, on doit les considérer, applaudis sur la Canebière, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais dans l'opinion publique, le fait que les Russes arrivaient, c'était que le rouleau compresseur russe arrivait et qu'on allait gagner la guerre obligatoirement. Parce
que la Russie, c'est le rouleau compresseur. Des millions de moujiks, des millions. Ils arrivent à Marseille. La liesse, bien reçue, vous avez vu, la bravo, les gâteaux. Et puis, on en envoie dans le quartier des Égalades, en plein mois d'août. Il fait chaud. Et on les parque dans des campements. Et les officiers foutent le camp à Marseille, sur la Canebière, ils vont boire un coup, ils vont boire de la bière, ils vont dans les bordels, parce qu'ils n'avaient plus de femmes depuis des... comme les soldats d'ailleurs. Vous avez vu que dans le Transsibérien, à un moment donné, il est dit de manière anecdotique, et je ne le savais pas, mais les femmes qui accompagnaient les officiers ont été larguées. C'est intéressant. Est-ce que c'était leurs femmes ou est-ce que c'était des femmes? Je vous laisse réfléchir. Bien. Et ils arrivent à Marseille, ils sont tous sur le même plan de ce point de vue-là. Ce sont des jeunes hommes vifs, énergiques et en bon état. Et on les parque pendant que les officiers s'en vont, en leur interdisant de sortir, alors que toutes les autres armées allaient sur la Canebière voir un coup. Il y avait là des Noirs, des Riens venant des colonies et tout. Eux, non. Ils sont russes, ils ont leur pape, leur pompe, ils ont leur discipline qui est terrible. Là, c'est la discipline du Knut, c'est-à-dire que les officiers ont presque le droit de vie et de mort sur les soldats. Presque. Tellement les punitions sont horribles, sont vexantes, sont celles d'une aristocratie, car les officiers constituent la classe des aristocrates et des propriétaires terriens, et les moujiks sont ceux qui veulent la terre, et leurs officiers sont ceux qui possèdent la terre, c'est-à-dire que dans ce morceau de contingent russe, on a la lutte des classes russes, directement. Donc c'est un morceau de révolution russe qui va débarquer en France, si on le comprend bien. Et la vérité de cela, c'est que dans le camp des Égalades, le lieutenant-colonel Grauss, qui ne voulait absolument pas qu'il sorte pour aller boire un coup, se fait assassiner à coups de pierre. Il est lapidé. Il est lapidé, et vous avez là l'acte 1 que des soldats russes font dans un campement en France où ils arrivent. L'acte 1, c'est de supprimer l'officier de leur camp, le lieutenant-colonel, parce qu'il leur refuse le droit d'aller boire un coup, pendant que les officiers, eux, s'en vont. Donc, on a là, alors il y a eu 7 soldats qui ont été pris au hasard, qui ont été fusillés pour l'exemple. Donc, les premiers fusillés pour l'exemple de la guerre, ce sont des soldats russes, par un tribunal russe, parce qu'ils avaient leur discipline et leur loi, qui était celle de l'Empire. D'ailleurs, à la fin, vous avez vu, on veut les honorer. Si Poutine était venu à Courcy, il serait venu sur le champ de bataille pour honorer le massacre. Il ne venait pas à la Courtine pour honorer les unités qui étaient devenues bolcheviques, et dont on va parler. Mais c'est annulé. Je retire cette idée, mais enfin, c'est pas moi qui ai inventé cette hypothèse. Hein. Donc, j'appelle votre attention sur ce petit détail. Donc, les soldats sont envoyés sur le front, et on les met en situation de devenir des soldats sachant se battre. Vous avez vu le film, en étant commandés par des officiers dont le but unique, c'est de rester vivants. Alors que le but des soldats, c'est d'aller se battre, et par conséquent de risquer d'être morts, d'être tués. Et par conséquent, les officiers sont en arrière. Et ça va aiguiser la haine, parce que c'est une haine, le mot n'a pas été prononcé dans le film, mais vous ne pouvez pas vous imaginer la profondeur de la haine que ces soldats avaient de ce corps des officiers. Donc, ils vont se faire tuer au chemin des Dames. Le déclic, ça va être cette boucherie du chemin des Dames. Et elle a lieu au moment même, c'est en avril, au moment même où en février
vient d'éclater la révolution en Russie. Donc la révolution russe éclate en février, c'est la révolution de février, qui est le calendrier russe de l'époque, ensuite ça a été en mars par rapport au nouveau calendrier. La révolution éclate dans des conditions étonnantes. Il a démarré dans une usine de confection faite par des ouvrières, des femmes, qui utilisent la journée internationale des femmes, qui avait été décidée par l'internationale socialiste, le 8 mars. Elles se mettent en grève le 8 mars, c'est-à-dire en février, en plein hiver. Le ravitaillement est tel qu'elles ne peuvent plus se nourrir, on ne peut plus chauffer les maisons, les enfants, ils bouffent. C'est extraordinairement difficile. Elles se mettent en grève, en bloc, et elles se dirigent vers la grande usine Poutilov, qui avait 10 000 ouvriers, même plus, c'est plus le chiffre sous les yeux. Enfin, la grosse usine sidérurgique, métallurgique, qui fabriquait les armes, etc., pour faire débrayer les hommes, les ouvriers, pour ne pas être isolés. Et elles vont voir en délégation au palais du tsar, pour réclamer le ravitaillement, etc. Le tsar était à la chasse, il n'était pas là, et sa garde personnelle, enfin, ces soldats d'élite qui étaient là pour garder le palais, pour garder le tsar, etc., pour garder la monarchie, le régiment de super soldats passe du côté des femmes et de la révolution. Là, vous avez un acte fondamental dans une révolution, c'est quand l'appareil d'État chargé de défendre les intérêts de la classe dominante passe sous la forme de l'armée ou de la police du côté de l'insurrection. Le résultat quasiment immédiat, c'est l'abdication du tsar. L'abdication du tsar, je vais vite, c'est que le contrat avec les soldats qui sont en France en train de se faire tuer, ce contrat est en train d'être brisé parce qu'ils ont prêté serment au tsar. Ils n'ont pas prêté serment à la République française. Ils ne sont pas venus pour se battre pour la récupération de l'Alsace et de la Moselle par la France, pour la France. Ils sont venus se battre parce que le tsar leur demande d'y aller et ils y sont volontairement venus. Et le contrat est rompu. Ceci est fondamental. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas se battre. Ils se sont engagés pour venir se battre. Mais, rapidement, alors immédiatement, le silence est fait par les autorités militaires, mais il y a des blessés de Russes qui sont envoyés dans des hôpitaux français, où il y a des blessés français, où ils parlent, où ils se parlent, et où les informations... Ah, vous êtes russe, tu es russe. Bon, il y a la langue, hein, il faut l'apprendre et tout. Vous ne savez pas, il y a eu une révolution en Russie, le tsar a abdiqué. Ah, les soldats russes apprennent, parmi les cheminements, que le tsar a abdiqué. Ça se rappelle. Ceux qui ont été blessés, réparés, recousus, qui reviennent, le disent aux autres. Enfin, ça s'apprend, il y a des journaux. Il y a des journaux. Je reviens un peu en arrière à propos de l'exécution du colonel Cross à Marseille. Le résultat de cet assassinat a eu un résultat politique et diplomatique extraordinaire, c'est que le gouvernement russe, l'ambassade de Russie à Paris, exigeait du gouvernement français, qui était un gouvernement d'union sacrée, dans laquelle il y avait des socialistes. Les socialistes du gouvernement d'union sacrée étaient des socialistes membres de la Seconde Internationale, dont faisaient partie Trotsky et Lénine et les bolcheviks. Ils étaient à l'origine des membres de l'Internationale socialiste. Et les gens qui sont au gouvernement d'union sacrée en France sont parfaitement connus de Trotsky, qui est à ce moment-là journaliste, réfugié, exilé à Paris et en France pour échapper à la police du tsar, et qui dirige un journal russe. Et le tsar, et surtout l'ambassade, exige de ce gouvernement provisoire qu'il vire Trotsky. Parce que c'est un danger public.
les autorités françaises le conservent parce qu'il y a eu une certaine amitié, c'était les liens d'avant. Et puis surtout, le journal russe qu'il publie en cyrillique est incompréhensible des Français, et donc c'est un lectorat très étroit, néanmoins. Et l'assassinat du colonel se transforme en enquête. Immédiatement, l'ambassade envoie des provocateurs, des flics de l'ambassade qui vont à Marseille et qui distribuent aux soldats des exemplaires du journal de Trotsky pour bien montrer la preuve que c'était un complot ourdi par Trotsky, et le résultat, il est expulsé de France par ses ex-camarades au gouvernement qui le conduisent à la frontière espagnole, auquel cas il est libre de partir où il va. Il va aux États-Unis, les États-Unis n'en veulent pas, il se retrouve au Canada, et les Canadiens ne voudront pas beaucoup rapidement le libérer, mais il se retrouvera dans la Révolution russe par la suite. Je vais faire cette parenthèse pour vous montrer que la presse existait. D'ailleurs, c'est Trotsky qui obtiendra dans le gouvernement bolchevique le rapatriement du corps expéditionnaire. Donc il est au deux bouts. Il est expulsé au début et il est récupéré à l'autre bout. Ça, c'est dit nulle part. Il explique dans la vie comment il était expulsé de France. Eh bien, à cause de cet événement et de ce colonel qui se fait massacrer à Marseille. Quand même, c'est étonnant. Moi, je suis Marseillais, j'entends ça. C'est comme ça, d'ailleurs, que je suis là aujourd'hui chez vous. Parce que j'ai pris la pelote pour la remonter. J'ai voulu remonter tout ce qui est pourquoi ces Russes, pourquoi ce massacre, qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là, etc. Et là-dessus, j'ai appris l'existence de ça. Ils apprennent que le tsar, par conséquent, un renversement complet d'état d'esprit se produit, ils deviennent des citoyens. Ils étaient des sujets. Ah, mais ça, c'est le renversement complet. C'est un tel renversement que ça leur donne une dignité nouvelle, d'hommes libres, qui sont venus librement, ils ont prêté serment, mais ils sont libérés du serment, mais ils sont volontairement venus en France pour faire la guerre. Et donc, par conséquent, il y a égalité avec les officiers. Vous avez vu l'exemple, ils étaient assis, tu veux te lever? Moi je suis ici, lève-toi aussi, etc. Le début du refus d'obéissance qui se trouvait compris dans l'assassinat de ce colonel, c'est-à-dire la haine. Et là, la haine, elle va être légitimée. Parce que le soviet de Pétrograd, qui se met en place immédiatement avec le gouvernement provisoire, il y a un gouvernement provisoire au sommet, et en bas, en ville, un gouvernement, j'allais dire, de l'activité commune, un conseil municipal, hein, pour l'approvisionnement, pour le chauffage, pour etc. Donc il y a un gouvernement au sommet qui est dirigé par Kerensky, qui n'est pas un socialiste, qui est un... Il se dit de gauche. Et puis il y a ce soviet à la base, et ce soviet devient un contre-pouvoir, c'est-à-dire qu'on se trouve rapidement dans une situation de double pouvoir. Qui va diriger la Russie? Celui qui est au sommet et qui dit on continue la guerre, on respecte notre contrat avec les Français, avec le gouvernement français, avec le gouvernement anglais, et par conséquent, nous continuons la guerre, et ça devient une guerre révolutionnaire, puisque nous avons fait la révolution, et que la révolution est finie en Russie, puisque le tsar a abdiqué. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors que Trotsky et les autres disaient elle ne fait que commencer, lui il disait elle est finie. Elle est finie avant même d'abord. Donc, le gouvernement provisoire dit on continue la guerre. Et les soldats russes se trouvent dans une situation où le contrat que le gouvernement avait passé avec la Russie, c'était avec le tsar pour faire la guerre. Et les soldats acceptent de continuer à faire la guerre, mais le massacre qui a eu lieu sur le chemin des Dames est tellement massif qu'ils considèrent que ça ne faisait pas partie du contrat. On veut bien mourir, mais pas 600 dans la même journée à Courcy. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et, étant donné qu'il y a un nouveau gouvernement, il faudrait prêter serment à ce nouveau gouvernement pour continuer la guerre.
Alors qu'un très grand nombre, de plus en plus, disent, eh bien, puisque le contrat est rompu avec le tsar, qui a abdiqué, c'est pas nous, c'est lui, nous voulons rentrer à la maison. Nous voulons rentrer à la maison. Ils n'avaient pas de permission, les Russes. Les Français avaient des permissions, puisque c'était ce qu'on appelait l'arrière. Il n'y avait pas d'arrière pour les Russes. Donc, par conséquent, ils étaient punis. S'ils se reposaient, c'était dans les ruines qui étaient juste derrière, dans le village derrière. Et comme vous les avez vus sur le film. Par conséquent, retourner à la maison. D'autant que la révolution en Russie est en train de dissoudre les rapports de classe qui existaient là-bas. Et en particulier, le gouvernement provisoire adopte une loi, un prikaz, qui autorise les soldats à désigner leurs responsables dans les régiments des soviets. Le mot n'est pas prononcé là. Un comité, c'est un soviet. Ici en France, un conseil municipal, c'est un soviet. Je ne peux pas dire ça, les délégués de classe dans une classe, c'est le soviet des élèves de la classe de première ou de sixième. En Russie, ça s'appellerait comme ça. En France, ça s'appelle un conseil. Conseil municipal. Dans mon immeuble, je suis élu au conseil syndical de l'immeuble, des copropriétaires. Donc, par conséquent, du soviet, de l'immeuble. Je ferme cette parenthèse parce que c'est un vocabulaire strictement interdit et la censure est efficace dans les manuels scolaires, vous ne le trouverez pas, et ici, vous m'excuserez d'être... Il se développe donc dans la mentalité des soldats l'idée de repartir. Et ils ne veulent plus combattre. Et ça devient tellement un virus dans l'armée parce que ces unités russes, elles étaient souvent, en tant qu'unités, elles étaient commandées par des Russes, mais elles étaient dans des unités françaises. Il y avait les Français à côté d'eux, et après l'offensive de Nivelles, il y a eu des mutineries très nombreuses. On avait demandé au général Pétain de remplacer Nivelles pour non seulement calmer la situation, parce que des régiments entiers avaient dit on ne continue pas la guerre française. Et là-dedans, des Russes arrivent avec le prikaz qui arrive de Pétrograd, disant que les soldats ont le droit d'élire leurs représentants. Des représentants qui ont le droit, d'un certain point de vue, de dire si le lendemain ils vont aller combattre. Non, mais vous vous rendez compte? Dans l'armée française. Donc ça devient un virus tellement contagieux par rapport à des gens qui font la même chose. Hein, la guerre avait pris... Le seul, je vous rappelle que le seul avenir pour un soldat qui était devenu un tueur, hein, les soldats sont des tueurs. On lui dit tu tues des soldats en face de toi ou tu es tué de derrière par ton officier parce que tu auras refusé de le tuer et tu seras donc fusillé pour l'exemple. Comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Par conséquent, le virus est là et on décide de les isoler. Partout de les isoler. Comment les isoler? En les coupant en petits morceaux, mais vous mettez un peu, parce qu'ils étaient combien? Ils étaient 20 000. La première brigade, ils étaient 10 200, les autres étaient 10 000. Il y en a eu 40 000 en tout, mais les autres, on les a envoyés combattre dans les Balkans. Pour protéger ou de se mettre du côté de la Serbie, qui était l'allié. Et par conséquent, il y en a 20 000 en France, et les disperser par petits groupes de 50. Mais c'est un virus. 50, vous vous rendez compte? Il aurait fallu les isoler. Ils ne savent pas parler le français. À chaque soldat russe, il fallait un interprète à côté. C'était ingérable. Ingérable. Donc il fallait les maintenir en unité. Et les maintenir en unité, c'est une catastrophe politique, sociale, et on ne peut pas les... Donc on va les parquer à la Courtine. On déménage à la Courtine. Je vous signale que cet hiver, Christine qui est ici et moi-même, nous sommes rendus à la Courtine. On y était déjà allés d'ailleurs en famille, ici les trois, parce que quand j'avais lu tout ça, j'avais dit, moi je veux aller voir sur place, qu'est-ce que c'est cette Courtine? Et on y était allés passer nos vacances. Alors j'avais dit, je vous emmène à la Courtine. Et dans l'hôtel, j'avais un mandat de prof d'histoire-géographie qui fait une enquête, qui va voir le maire, les habitants, quelles sont les traces restées à la Courtine, comme là-haut, pour voir s'il y a un cimetière, s'il y a des noms, où sont ces Russes, qu'est-ce qu'ils sont,
qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'hôtel, je pose la question à la patronne, je lui dis, est-ce que vous êtes au courant de l'existence de ces Russes ici? Elle me dit, j'en ai entendu parler, mais je ne sais rien. Je lui dis, je voudrais voir le maire. Elle me dit, mais écoutez, demain matin, dans cet hôtel, au moment du petit déjeuner, vous descendez, vous allez voir, il y a 2 personnes auxquelles vous allez pouvoir vous intéresser. Le matin, on y va, on déjeune tous les 3. Et elle me dit, les 2 qui sont là-bas, je vais les voir, elle me présente. C'était un colonel en civil, historien, en train d'écrire l'histoire de la Courtine, parce que c'était le 100e anniversaire, il y avait 1905-2005, et qui avait écrit un bouquin là-dessus, et qui était parfaitement au courant. Dans son bouquin, il y avait un chapitre entier sur les Russes à la Courtine. Moi, j'ai dit, ça y est, Dieu est descendu sur terre, et il m'a écouté. C'est évident. Christine qui est là, elle me dit, ça n'arrive qu'à toi, ça. Donc le colonel nous invite dans son bureau, on entre dans le camp, dans son bureau, avec tous ses documents et tout, et il nous montre des photos et des documents, et je lui dis, où est-ce que je peux acheter ce document? Voici la gueule qu'il a. Voici la... Vous voyez? Là. Voilà, voici la gueule qu'il a, regardez, c'est joli. C'est la République, ça a été payé par la République, hein, par vos impôts. Hein. Le camp militaire national de la Courtine, 1901, j'ai dit 1905, 1901-2001, 100 ans d'histoire. Et dans ce 100 ans d'histoire, j'ai extrait là-dedans le chapitre qui m'intéressait, mais si vous faisiez un cours d'histoire sur les Russes en France et à la Courtine à partir de ce texte militaire, mes pauvres, c'était des ivrognes. Les Russes étaient des ivrognes. Ils se rasaient plus. Ils étaient abominables. Comment voulez-vous faire la paix avec ce sont des sauvages? Donc c'est les militaires. Donc ça c'est le point de vue militaire. Il se peut qu'ils buvaient, il se peut. Hein, bon. Mais là, donc par conséquent, on y était allé. Et là, cet hiver, il s'est tenu à la Courtine la constitution du comité Courtine 1917 qui honore les Russes. Nous avons rencontré un petit-fils et un fils de soldats russes qui étaient présents, et nous avons élu un comité d'administration et un conseil scientifique. Je fais partie du conseil scientifique, et je suis ici membre du conseil scientifique de la Courtine, et je vous salue ce titre-là aussi. Hein. Voilà. J'ai ici des textes que j'ai signés. Hein. La cotisation, c'était 10 €, j'ai envoyé. Donc, s'il y en a qui veulent regarder, il y a les extraits des statuts de l'association de la Courtine. Donc tu peux jurer que c'est vrai. Ce que oui, voilà. Hein, vous pouvez regarder. Non mais tu sais, il faut des preuves en histoire. C'est les faits, parce que je finis. Voilà. Donc par conséquent, on les parque. Et arrivé à la Courtine, c'est la première brigade qui était la plus politisée, qui était constituée avec beaucoup de bolcheviks, parce que dans la révolution russe, la révolution se séparait en minoritaires à l'époque dans le terrain qui étaient les bolcheviks, qui veut dire majoritaires. Mais ils étaient minoritaires dans le pays, mais ils étaient majoritaires dans le parti à l'époque. Et il y avait les mencheviks de l'autre côté, qui veut dire minoritaires, mais qui étaient majoritaires. Alors c'est la vie. Hein. Et donc, par conséquent, les soldats, il y avait la brigade, la première brigade qui va à la Courtine, 10 200 soldats, 10 200, sont bolcheviques. Pas tous, mais leurs meneurs, comme on dit. L'armée disait des meneurs. Nous, on dirait des délégués quand même. Donc, les meneurs étaient de plus en plus bolcheviques. En plus, il y avait une délégation des soldats russes qui étaient allés à Petrograd à l'invitation du gouvernement provisoire de M. Kerensky pour dire bonjour et puis pour qu'ils reviennent dire on continue la guerre. Ils y étaient allés, mais quand ils sont allés là-bas et qu'ils se sont retrouvés à Petrograd en Russie, eux qui revenaient du front, ils ont vu une Russie complètement bouleversée. Et quand ils reviennent, ils racontent cette histoire d'une Russie bouleversés parce qu'ils ont vu de leurs yeux cette délégation, ils étaient une quinzaine, qui avait été élue par les Russes selon justement cette méthode. Et ils reviennent, et ils disent, et ils apprennent, ils ont lu les journaux, ils en ramènent avec eux dans leur poche. Donc la révolution russe s'invite en France, c'est le texte
mon invitation ici. Et le gouvernement français, alors, dès qu'ils apprennent ça, les soldats de la première brigade, comment dirais-je, élisent leurs délégués, et tous les officiers refusent d'accepter l'obéissance au comité, et ils foutent le camp du camp. Ce qui fait qu'il n'y a plus un officier dans le camp, ils s'organisent eux-mêmes, le ravitaillement, tout, ils aident même la population autour à faire les foins, parce qu'il n'y a plus d'hommes et tout. Et l'autre brigade, qui était plutôt constituée de moujiks, beaucoup moins cultivés et tout, et qui était resté menchevique et donc fidèle à Kerensky, voulaient, eux, à la limite, reconnaître le gouvernement français. Ils étaient venus se battre, ils veulent bien continuer la guerre, alors que les bolcheviks n'en veulent pas, ils veulent rentrer à la maison. Donc, par conséquent, le gouvernement français veut se débarrasser de cette espèce d'abcès insupportable que constituent ces 10 200 soldats russes dont on ne sait pas que faire. Ça pègue, hein, comme ils disent les Marseillais, là, ça colle, on ne sait pas qu'en faire. Donc il faut s'en débarrasser. Comment s'en débarrasser? Ils sont invités par la République française. Ce ne sont pas des mercenaires, ce ne sont pas des engagés dans la Légion étrangère. Ce sont des hommes qui ont tout leur armement sur eux. Ce ne sont pas des prisonniers de guerre, notez-le. Ce ne sont pas des prisonniers de guerre, ce sont des hommes qui sont devenus libres et qui sont des citoyens, qui ont leurs armes, leurs uniformes, ils ont leurs mitrailleuses, leurs canons, leurs fusils, leurs revolvers dans le camp. Et c'était le désespoir des militaires. La première chose qu'il m'a dit là-dessus, le colonel, c'est on a fait l'erreur de ne pas les désarmer dès le début. Ah, c'est évident, parce que quand l'armement de l'armée qui consiste à faire la contre-révolution passe du côté de la révolution, l'armée, la révolution, elle est armée, il n'y a pas besoin. C'est tout simplement les fusils, ils passent de l'autre côté. Et le gouvernement organise un guet-apens, il mobilise 5000 soldats français qui entourent tout le camp de la Courtine. On évacue toute la population de la Courtine et des trucs environnantes. On fait un no man's land et on organise un combat fratricide entre l'unité de mencheviks et des bolcheviks pour qu'il ne soit pas dit que c'est la République française qui combattait les Russes qu'elle avait invités en France. Donc, c'est une guerre civile à l'intérieur du camp qui a lieu, et comme les unités mencheviques de la deuxième unité avaient été munies de canons, ils ont tiré à coups de canon, et les autres se sont rendus, mais avec le dernier carré, avec celui dont vous avez vu le nom, là je n'ai plus présent sur les lèvres, et on leur a donné, comme ils avaient acquis comment dirais-je, ils avaient une conception de classe de la place qui était la leur. Ils étaient des prolétaires, ils étaient des paysans sans terre qui voulaient la terre, c'est-à-dire les mots d'ordre des bolcheviks, la terre à ceux qui la cultivent, et par conséquent les usines aux ouvriers. Et c'était dans cette première catégorie, ils étaient ouvriers. Et on leur propose ou bien de devenir, de faire un service civil et de devenir des ouvriers, ou bien de s'engager dans une unité qui continuera la guerre, mais sous le drapeau français et non plus sous le drapeau russe, ou bien si vous ne voulez rien faire, on vous envoie en Algérie, et alors là, vous allez être mis à la disposition des colons, et vous allez voir ce que vous allez voir. Pire que des Serbes. Et les irréductibles ont été envoyés en Algérie. Parmi ceux qui ont accepté d'aller travailler, mais beaucoup ont dit, parce qu'on les faisait travailler au rabais, on disait, regardez cette main-d'œuvre. Ils disaient, comment nous, au rabais? Mais on prend le boulot des ouvriers français qui sont sur le front. Non, il est absolument exclu qu'on travaille dans ces conditions. Donc ils voulaient avoir un salaire normal, alors que les embaucheurs de soldats russes disaient salaire de misère, c'est-à-dire c'était une exploitation en plus. Donc ils disent non. Donc ça marche dans aucun des cas. Et finalement, comme les bolcheviks prennent le pouvoir, ils réclament le retour de leurs soldats. La France ne voulait pas les rendre parce qu'ils allaient renforcer la révolution, alors que la France se battait contre les bolcheviks qui avaient fait la paix unilatérale. C'était une trahison. Vous vous rendez compte, ces soldats, ils voulaient revenir en Russie où le gouvernement bolchevique vient de faire la paix de Brest-Litovsk et par conséquent ils nous abandonnent et ces soldats deviennent des traîtres. Ils deviennent des traîtres, puisqu'ils ne veulent plus continuer la guerre. Mais les bolcheviks
comme le gouvernement français se rend compte que 8 jours après la prise du pouvoir, ils sont encore au pouvoir, alors bon, ce sont des malades, ça ne va pas durer longtemps, ces bolcheviks, c'est inviable, ils ne peuvent pas tenir un gouvernement. Dans un mois, c'est fini. Dans un mois après, ça tenait encore. 6 mois après, ça tenait encore. Un an après, ça tenait encore. Donc ça tenait, on ne se comprend pas. Mais toujours est-il que le gouvernement des bolcheviks, Lénine et Trotsky en tête, voulaient récupérer leurs concitoyens, les rapatrier en Russie, ceux qui le voulaient. Et bien c'est ce qui s'est fait fin 1919 et début 1920. Ce sont les bolcheviks au pouvoir. Et je voudrais, avant de conclure ici, vous dire que l'acte 1 de la démission, de l'abdication du tsar, qui a transformé les soldats en citoyens, qui veulent rentrer à la maison avec la légitimité pour eux, eh bien, ils finissaient la guerre et la mort, l'abdication du tsar, ça a eu comme conséquence indirecte, directe et indirecte, le fait que ces soldats ne sont plus allés se faire tuer sur le front, puisqu'on les a mis à la courtine, pendant que les Français continuent à se faire. Donc, par conséquent, ils ont sauvé leur peau. Ils ont mis fin à la guerre. La révolution a mis fin à la guerre pour eux. Ça, c'est fondamental. Et bien entendu, c'était criminel du point de vue de ceux qui continuaient la guerre. Eh bien, j'ai terminé.